La réserve du Masai Mara au Kenya s'éveille lentement sous les brumes matinales et les rugissements des lions. Les maîtres de la savane proclament ainsi leur autorité sur leur territoire. Les parcs nationaux sont les derniers refuges des populations de l'île. Fleuves et ruisseaux marquent les frontières de leur domaine, où ils vivent regroupés en famille. Le long de la rivière Talek, des mâles étrangers ont pris possession du territoire d'Olkiombo. Pour établir leur dominance, ils doivent avant tout conquérir les femelles et s'accoupler le plus tôt possible, car les lions ne restent jamais bien longtemps chefs de famille. Chaque mâle reste aux côtés d'une lionne, il endure les rebuffades, esquive les coups de patte et attend son bon vouloir. Les mâles n'ont pas le choix. Pour séduire les femelles, leur force ne leur est d'aucune utilité. Seule la patience et la tolérance leur permettront d'atteindre leur but, fonder une famille et transmettre ainsi leur gènes. Tatou est la plus jeune femelle de ce territoire. Elle s'est accouplée avant toutes les autres et a donné naissance à 3 petits. D'habitude, les lionnes testent la fiabilité des mâles avant de leur céder. Elles veulent être sûres qu'ils resteront assez longtemps sur leur territoire pour les défendre, elles et leurs petits. Ensuite, elles s'accouplent. Elles mettent bas en même temps, ce qui leur permet d'élever ensemble les lionceaux. Mais depuis la prise de pouvoir des mâles sur le territoire d'Olkiombo, plus rien ne fonctionne normalement. Les femelles sont déstabilisées. Tatou, mère solitaire, ne bénéficie d'aucune aide. Ces lionceaux connaîtront une situation difficile. Kali, une autre femelle du clan, est maintenant fécondable. La lionne n'hésite pas à initier l'accouplement. Le message visuel est clair, le mâle doit maintenant s'exécuter. Par de spectaculaires grimaces, les mâles testent si les femelles sont prêtes à s'accoupler. Passé le moment de la reproduction, le lion est souvent rejeté. Son rôle de chef de famille se limite à la protection du groupe et de son territoire. Comme ces femelles n'ont pas eu leurs petits au même moment, elles ne sont plus solidaires. Elles vont mener des vies parallèles dans la désunion et la solitude. Tatou fait partie de cette famille, et pourtant, elle va s'en éloigner. Elle doit protéger ses bébés des réactions imprévisibles de ses congénères. Quatre mois ont passé. Tatou continue d'élever seul ses 3 lionceaux. Ils ont grandi et sont désormais capables de suivre leur mère dans tous ses déplacements, même si parfois les distances leur semblent longues. Ces jeunes ont atteint l'âge du sevrage. Ils ne têtent plus, mais ils sont encore totalement incapables de chasser et de se nourrir seuls. Tatou doit donc assurer la subsistance de sa petite famille. La tâche ne sera pas facile. Les lionceaux ne se rendent pas compte que leurs jeux peuvent compromettre le succès de la chasse.
Tout se joue au moment de l'approche. Une lionne ne dépasse pas les 50 km/h et n'a aucune endurance. Avec patience et discrétion, elle doit aborder sa proie à moins de 30 mètres et s'élancer sans être repérée. La lionne tue par strangulation. C'est une mort lente. Pour étouffer sa victime, elle doit parfois reprendre son souffle sous peine de suffoquer. Il peut s'écouler plus de 10 minutes avant que le gnou ne succombe. Haletante et fatiguée, Tatou va chercher ses petits qui sont restés à l'arrière pour l'observer. À 6 mois, les 3 lionceaux sont encore trop jeunes pour participer à la chasse. Cette fois-ci, ils n'ont pas contrarié son bon déroulement. La découverte d'une proie est toujours un moment d'excitation intense pour les jeunes. Ils s'attaquent en priorité aux endroits les plus tendres, comme le museau. Les jeux et les sauts constituent une sorte de rituel autour de cette formidable prise. Mais en fait, ils sont incapables de dépecer la victime. Même affamés, les lionceaux doivent attendre que leur mère ouvre la proie. À l'inverse des familles nombreuses traditionnelles, le mâle ne se réserve pas la part du lion. Il attend patiemment son tour. Les accouplements de Kali, la deuxième femelle, ont été féconds. Après 14 semaines de gestation, elle vient de mettre au monde 2 bébés, 2 petites boules de 800 grammes, vulnérables et sans défense. Leur mère doit trouver le lieu idéal pour cacher ses petits, encore aveugles et incapables de marcher. Il faut brouiller les pistes et déjouer les prédateurs. Au bout d'un certain temps, les hyènes peuvent localiser les nouveau-nés. Anxieuse et prudente, Kali doit les déplacer un par un vers de nouvelles cachettes. Leur mère est leur seule protection. Elle passe le plus de temps possible auprès d'eux. Les lionceaux vont rester cachés pendant un mois. À l'abri des feuillages, ils
ils évoluent rapidement. Vers une semaine, les bébés ouvriront les yeux. 7 jours plus tard, ils feront leurs premiers pas. À 3 semaines, ils mordillent les branchages pour passer l'agacement des dents de lait qui font leur apparition. Leurs yeux encore bleus ont du mal à fixer le regard. Leurs pattes ne les portent pas encore très bien, mais ils apprennent peu à peu à courir autour de leur mère. Callie ne s'éloigne pas de ses petits. Elle doit assurer les nombreuses tétées. Pendant les premières semaines, le lait maternel est la seule alimentation des lionceaux. À son tour, Callie vit le destin des mères solitaires. Ses petits ne pourront pas bénéficier de l'allaitement communautaire. Il est temps pour les lionceaux de Callie d'abandonner leur retraite. Ils font aujourd'hui leur première sortie dans la savane. Le petit mâle a un étrange signe distinctif. Une longue bande noire s'étend à l'intérieur de sa patte. Patte Noire et sa sœur découvrent ensemble les jeux et les luttes. À 2 mois, les petits sont turbulents et infatigables. Tout leur environnement est source de découverte et d'amusement. Savoir donner et recevoir des coups de patte fait partie de l'apprentissage du lionceau. Tapis dans l'herbe, la petite femelle attaque Patte Noire par surprise. Chez les animaux, les jeux des petits traduisent immédiatement les points forts de l'espèce, les méthodes d'attaque et de défense. Dans les familles de lions, ce sont les femelles qui prennent les initiatives. Les petits accompagnent désormais leur mère dans ses déplacements. Ils jouent les apprentis prédateurs en imitant les approches furtives de la chasse. Mais la plupart du temps, ils battent en retraite, effrayés de leur propre audace. Callie est une bonne chasseuse. Elle vient de tuer un jeune zèbre qu'elle rapporte à ses petits. Dès l'âge de 2 mois, les petits viennent sur les proies. L'apprentissage commence jeune et il dure 1 an et demi. Contrairement aux autres félins, la lionne ne leur donne pas de jeunes proies vivantes pour qu'ils s'exercent à la mise à mort. Le taux de réussite des femelles qui chassent seules est très faible, de l'ordre de 17%, soit moins de 1 proie pour 5 tentatives, ce qui rend d'autant plus aléatoire la survie des lionceaux. Aujourd'hui, les 3 jeunes de Tatou ont le ventre rond. Ils suivent leur mère en traînant les pattes. Les lions vont presque toujours boire après avoir mangé. Tatou conduit maintenant ses petits jusqu'à la rivière. Le niveau de l'eau est très bas en ce moment, mais quelques flaques permettent toujours de se désaltérer.
Ce cours d'eau ne constitue pas une barrière infranchissable, mais plutôt une ouverture vers les plaines environnantes et un point de ralliement pour les animaux. C'est aussi un formidable terrain d'exploration pour les lionceaux. Tatou vient de remarquer la présence de Kali. Elle aussi se rapproche de la rivière, suivie de ses deux petits. Kali cherchait un coin d'ombre. La berge lui fournit un abri frais. Les deux lionnes s'ignorent. Tatou, elle, a décidé d'explorer l'autre rive et s'éloigne. Elle connaît parfaitement cet endroit, comme les autres femelles du clan. Toutes apparentées, elles descendent de femelles qui, génération après génération, ont vécu sur ce même territoire. À la différence des mâles, elles restent dans le clan familial toute leur vie. Tatou poursuit son chemin. Il n'est plus question pour elle d'attendre ses lionceaux. À 8 mois, ils doivent être en mesure de la suivre sans qu'elle ralentisse l'allure. Mais seuls 2 de ces jeunes l'ont suivi. Le 3e lionceau, Kijana, est resté à l'arrière, dans le lit de la rivière. Il n'a pas vu partir sa mère, ni sa sœur et son frère. Pour l'instant, il semble intrigué par les bébés de Kali, et plus particulièrement par Patte Noire. Kali l'a rejeté violemment. Pour lui, c'est une expérience nouvelle, et il ne semble pas comprendre cette hostilité. Patte Noire a lui aussi été surpris et cherche le réconfort auprès de sa mère. Kali reste menaçante et le lionceau indésirable se tient un peu à l'écart. Il commence à appeler sa mère, mais Tatou ne peut l'entendre. Apeuré et meurtri, il cherche un refuge. Les lionnes ont des caractères très différents les unes des autres. Elles ont aussi leurs humeurs. Kali est dure, volontaire et souvent peu aimable. Mais cela n'enlève rien à ses qualités de mère. Dans ce cas précis, elle juge la différence d'âge trop importante entre Kijana et ses propres petits. Kali n'a qu'une priorité, protéger ses bébés. Terrorisé, le lionceau n'ose plus sortir de son abri de fortune. Kali est occupé à boire, le jeune tente une sortie. Il s'est rendu compte de l'absence de sa mère et quitte la rivière dans l'espoir de retrouver sa famille. La plaine est déserte. Il n'a plus aucun repère. Le marquage est l'apanage des mâles qui patrouillent sur leur territoire. Cette pratique est occasionnelle chez les femelles. Complètement perdu, le petit lion cherche l'odeur de sa mère sur les buissons.
les grimaces spectaculaires des mâles adultes. Mais Kijana est encore trop inexpérimenté pour suivre la trace de sa mère. Malgré tous ses efforts, il ne parvient pas à trouver une piste. Les lionceaux n'acquièrent leur autonomie qu'au bout d'une longue période d'apprentissage. Vers 16 mois, ils participent aux chasses et commencent à pouvoir se débrouiller. Mais ils ne quittent leur mère qu'à 2 ans et demi, l'âge de la puberté. La taille de Kijana est trompeuse. Âgé de 9 mois seulement, il est incapable de survivre seul. S'il ne retrouve pas sa famille, il connaîtra le même sort que beaucoup d'autres lionceaux. La moitié d'entre eux meurent au cours de la première année. Kijana va passer sa première nuit tout seul, sans la chaleur et la sécurité de sa famille. Ce lion n'a plus rien d'un prédateur en puissance. Il est redevenu un bébé sans défense, un petit orphelin égaré. Au premier rayon du soleil, Kijana n'a toujours pas bougé de son arbre. Soudain, il aperçoit Kali qui traverse la plaine avec ses 2 petits. Cette femelle est peut-être une solution pour Kijana, si elle consent à l'accueillir. Après tout, ils font partie de la même famille et partagent ce territoire. A priori, les lions sont sociables et cohabitent de façon plutôt harmonieuse. Même s'ils ne vivent pas toujours ensemble, ils sont habitués à se côtoyer. Sa mauvaise expérience au bord de la rivière a rendu Kijana plus méfiant. Il hésite, mais se décide néanmoins à suivre Kali à distance, calquant son allure sur celle de la femelle. Il espère ainsi l'amadouer. La réaction de la femelle est immédiate. Elle rejette le lionceau pour la 2e fois. Kali ne veut prendre aucun risque pour ses petits. D'un mouvement protecteur, elle va les éloigner de Kijana, qu'elle abandonne à son triste sort. En dehors des jeunes élevés et éduqués en commun par un groupe de femelles, l'adoption n'est pas une règle chez les lions. Les appels de tatou résonnent dans la savane. La femelle se décide enfin à rechercher son petit. Les lions disposent de toute une gamme de cris. À pleine puissance, un rugissement peut porter jusqu'à 8 km. Kijana, qui a repris son errance solitaire, entend les appels. Aux aguets, il s'arrête pour mieux les écouter. Mais il ne peut pas encore répondre. Avant l'âge d'1 an, un lionceau est incapable de rugir. Il ne pousse qu'un faible gémissement, audible à une centaine de mètres seulement. D'un pas hésitant, Kijana avance, guidé par les appels. Mais lorsqu'il voit Tatou, il marque un temps d'arrêt. Cette femelle, est-elle bien sa mère ?
Tatou répète sans fin ses appels qu'elle module plus doucement pour inciter son petit à s'approcher. Rassuré, il court enfin la rejoindre. Kali s'est installée à un endroit stratégique près de la rivière. En cette fin d'été, les herbivores quittent le Masai Mara. Ils commencent leur migration vers la Tanzanie et donnent aux lionnes une occasion de s'embusquer. Pour l'instant, Kali procède avec tendresse à la toilette de ses petits. Patte Noire, lui, s'abandonne avec délice à ses marques d'affection. Les petits voudraient bien téter, mais Kali est soudain d'humeur maussade. Elle semble préoccupée. Déterminée, la petite femelle ne désarme pas et s'accroche à la mamelle de sa mère. Patte Noire et sa sœur savent qu'ils doivent attendre. Dans l'affolement, un petit gnou est tombé sous les crocs de Kali. Les jeunes courent moins vite et paniquent davantage. Ce sont des proies faciles. Les lionnes chassent principalement de nuit. Dans la journée, leur meilleure chance de succès reste les points d'eau où elles peuvent se cacher en attendant que les herbivores viennent boire. Kali étouffe sa victime et surveille les alentours. Lorsque les proies se raréfient, les charognards se font plus pressants. Les vautours, eux, ne sont pas un problème. Ils savent attendre leur tour. Kali préfère malgré tout mettre sa carcasse à l'abri. Dans un ultime effort, elle hisse le gnou sur la berge pour le rapporter à ses petits. Grâce à cette proie, Kali peut assouvir sa faim. Ses petits, eux, ne sont pas encore très adroits en matière de dépeçage. Ils semblent encore déroutés par la taille des morceaux. Tatou, qui elle n'a rien chassé, arrive avec ses jeunes sur la carcasse. Suspicieuse mais le ventre plein, Kali les regarde et les laisse approcher. S'ils se partagent souvent la nourriture, les lions le font tout de même à contre-cœur. Ils ne cèdent que pour éviter les conflits. À présent, il ne reste plus grand-chose du gnou. Mais l'odeur de la carcasse attire encore quelques hyènes affamées. Elles gagnent du terrain, estimant sans doute que leur tour est venu. Les deux familles sont réunies pour la première fois.
les lionnes se côtoient dans la plus grande harmonie. Pourtant, Kali supporte de moins en moins la pression exercée par les hyènes. Mais la lionne revient encore plus furieuse. L'envahisseur ne désarme pas et persiste à vouloir s'approcher. Inquiet, Patte Noire ne comprend pas la soudaine agressivité de sa mère. Les lionceaux de Tatou commettent une imprudence, Kijana en tête. Ce n'est vraiment pas le moment de solliciter la femelle en colère. Ils ont encore fait les frais du mauvais caractère de Kali. Les hyènes continuent de rôder autour des lions et finissent par les encercler. Kali et Tatou veulent éviter l'affrontement. Leurs petits pourraient y laisser leur vie. Les deux familles se sentent harcelées. Les femelles décident d'abandonner la place et le butin à l'ennemi. En plein midi, la chaleur est accablante et tous se réfugient à l'ombre des buissons. Kali n'apprécie pas l'agitation des lionceaux et grogne à leur passage. Les petits sont épuisés, mais pas suffisamment, semble-t-il, pour cesser de jouer et de se câliner. Tatou n'est pas intervenu pour défendre sa progéniture contre l'agressivité de l'autre lionne. Au sein des femelles, il n'existe pourtant aucune hiérarchie qui puisse expliquer la domination de Kali. Les petits les plus résistants profitent de ce rapprochement. Ils espèrent trouver de nouveaux compagnons de jeu. Patte Noire harcèle les lionceaux de Tatou à tour de rôle. Kijana, lui, n'a pas le courage de répliquer. Bientôt, les lions ne pourront plus traverser la rivière Talek. Les pluies torrentielles se sont déversées sur les hauts plateaux. Dans la nuit, les eaux ont brusquement monté. Tatou s'était aventuré sur la rive opposée pour rejoindre ses petits et les contraindre de traverser la rivière à la nage, un exercice qui ne plaît guère aux félins. Pendant plusieurs semaines, les lions vont se retrouver confinés sur un territoire plus petit qu'à l'ordinaire. Ils ne pourront plus rejoindre les plaines pour chasser. Les mâles vivent en retrait, mais le rétrécissement de leur territoire va favoriser les rencontres. Patte Noire recherche l'affection de ce colosse qu'il croise rarement. Il lui faudra plusieurs années avant d'acquérir la même stature. Pour l'instant, il peut jouer innocemment avec ce mâle dominant. Mais Kali surveille. Les mâles sont irascibles et supportent mal la turbulence des petits. La disproportion des forces ne laisse aucune chance aux lionceaux. C'est pourquoi les lionnes les tiennent le plus possible à l'écart des mâles. L'arrivée de Kali suffit à faire comprendre au mâle qu'il doit s'éloigner.
les orages éclatent enfin. Les pluies, longues et violentes, vont durer 2 mois. Cette saison est bénéfique pour la nature, mais difficile pour les humains. La plupart des animaux ont déserté le Masai Mara. Les lions vivent repliés sur eux-mêmes. Avec leurs crinières détrempées, les mâles ont perdu leur prestance. Kali vient saluer Tatou. Les 2 femelles ne sont pas en conflit, mais l'arrivée des jeunes fait tout de même réagir Kali. Pour une fois, Tatou montre plus d'assurance et prend leur défense. La rivière en crue est désormais infranchissable. Les grands troupeaux d'herbivores ne seront pas de retour avant 3 mois. 3 longs mois pendant lesquels il va falloir survivre et nourrir les lionceaux. Pendant cette période, les femelles solitaires ne peuvent chasser que de petits animaux sédentaires et territoriaux, comme le phacochère. Sous le regard étonné des jeunes de Tatou, une lionne le dévore vivant. Elle l'a immobilisé en lui brisant une patte, mais ne l'a pas étouffé, évitant ainsi de se blesser avec les défenses. Tatou observe avec envie ce qui pourrait être un excellent repas. En cette période de disette, d'autres carnivores sont affamés et s'agitent autour de la proie. La lionne isolée se sent menacée. Elle décide de céder la place. Tatou attend le moment propice pour agir. Elle ne veut pas gaspiller son énergie. Pendant cette période difficile, les lions se déplacent peu et s'abstiennent de toute tentative vouée à l'échec. Tatou attendra son tour. Lorsqu'elle peut enfin s'approcher du phacochère, il n'en reste presque rien. Kijana est plein d'espoir, mais pour Tatou, c'est un échec cuisant. Ces lionceaux pourront tout juste grappiller quelques morceaux de viande en grattant chaque repli de peau. Les petits de Tatou sont affamés. Leurs côtes saillantes trahissent déjà leurs mauvaises conditions physiques. Cette saison est une véritable épreuve pour les lions. Kali marche jusqu'à l'épuisement dans l'espoir de trouver quelque chose. Mais les plaines sont désespérément vides. Par nécessité, les lions deviennent charognards à l'occasion et survivent aussi en se nourrissant d'oiseaux, de reptiles, de lapins ou même de rats. Patte Noire et sa sœur sont encore en âge de téter. Ils sont à l'affût devant des pintades, plus par jeu que par faim. À défaut d'autre chose,
Kali essaye avec acharnement de percer la carapace d'une tortue. Mais même en se brisant les dents, elle n'a aucune chance. La tortue est bien protégée. Le lion règne désormais sur un territoire sans gibier. Tatou n'a toujours rien mangé. Elle laisse Kijana téter, mais il est sevré depuis plusieurs semaines. Et elle n'a plus de lait. Ces deux autres jeunes ont récupéré les restes d'un topi. Les charognards ont déjà nettoyé cette vieille carcasse. Mais ronger quelques os calme un instant l'appétit des lionceaux. Même la plus misérable pitance attire maintenant les carnivores affamés. Les hyènes ont entrepris d'encercler les lions et se font menaçantes. Les chacals, eux, n'hésitent pas à narguer les petits. Ils sont prêts à tout pour s'approprier le moindre lambeau. Affaibli, Tatou a perdu ses réflexes et réagit trop tard. Une seule hyène a suffi pour déposséder les lions de leur trophée. Ils n'ont plus qu'à partir. Tatou est incapable de nourrir ses jeunes et d'assurer leur survie. À 10 mois, ils ont besoin de plusieurs kilos de viande par jour. Ne pouvant plus rien pour eux, elle se résout à les abandonner. Une lionne choisit toujours sa propre survie. Elle attendra des conditions meilleures pour se reproduire. Tatou est parti il y a maintenant 2 mois. Personne ne l'a jamais revu sur le territoire. Les plaines se sont asséchées. Les hautes herbes jaunes offrent désormais un camouflage parfait pour les lionnes. Kali est à la recherche d'une proie. Les grands troupeaux d'herbivores ne sont pas encore de retour. Kali a repéré une femelle avec son jeune et s'élance pour attraper le petit. Elle ne se sent pas encore assez forte pour lutter avec un adulte. Kali revient bredouille et appelle ses petits. Mais à l'arrivée des lionceaux, elle semble vouloir les tenir à distance. La raison en est simple. Ce sont les petits de Tatou. Sous la pression de ses propres lionceaux, Kali les a finalement adoptés. Mais elle marque une nette préférence pour les siens. Les 5 lionceaux paraissent très satisfaits de ce rapprochement. Patte Noire a gardé ses compagnons de jeu. Les eaux ont de nouveau baissé et Kali peut reprendre son poste d'observation près de la rivière.
les herbivores sont revenus. En colonne bien ordonnée, les grands troupeaux de gnous dévalent les collines. Par dizaines de milliers, ils envahissent les plaines. Kali assiste à ce spectacle incroyable. Le piétinement des sabots sonne la fin des temps difficiles. Devant ce déferlement de proie, Kali retrouve l'excitation du prédateur et s'élance dans une course folle pour célébrer le retour de l'abondance. Les proies ont fui dans tous les sens. Étourdi par ce tourbillon, Kali doit maintenant agir. 5 jeunes comptent sur elle pour leur apporter de la nourriture. Dispersés, les gnous sont plus vulnérables. Kali va pouvoir en isoler un. Kali est venu à bout de sa proie. À l'arrière, les jeunes ont sagement observé tous les mouvements de leur mère. Ils peuvent enfin s'approcher. Comme à chaque retour de la chasse, ils lui manifestent affectueusement leur reconnaissance. La petite femelle est encore au stade où elle ne peut s'attaquer qu'au museau. Kali peut enfin se détendre. Elle a rempli sa mission. Les lionceaux les plus âgés, eux, commencent à savoir dépecer une proie. Tous vont pouvoir manger à leur faim. Les herbivores s'installent pour plusieurs mois dans le Masai Mara. Pour Kali, c'est l'assurance de pouvoir faire vivre sa famille. Les lionceaux vont faire le plein d'énergie. Les plus grands pourront chasser aux côtés de Kali. D'autres lionceaux naîtront. Et sur le territoire d'Olkiombo, le clan familial pourra enfin se reformer.